30 mai 2026, à 18h, à la Puskás Arena de Budapest, le Paris Saint-Germain va affronter Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Le club qui, pendant 15 ans, a tout dépensé pour conquérir l'Europe sans jamais y parvenir, est aujourd'hui en position de décrocher son deuxième titre européen d'affilée. Alors, aujourd'hui, sur le revenu, nous n'allons pas vous parler de tactique, de 11 de départ, ni des chances d'Ousmane Dembélé contre White. Aujourd'hui, le revenu va vous parler d'argent, du modèle économique le plus fascinant, le plus ambigu et le plus clivant du football mondial. Aujourd'hui, le revenu va vous parler du Paris Saint-Germain comme d'une entreprise, tout simplement parce que c'est exactement ce qu'il est. Une entreprise à 837 millions de chiffre d'affaires, valorisée 4,25 milliards d'euros. Une entreprise qui a perdu 1,3 milliard de dollars net depuis sa création sous l'ère qatari. Et une entreprise dont le vrai produit n'est peut-être pas le football. Revenons en 2011, le jour où tout bascule. Le 30 juin de cette année-là, Qatar Sport Investment, QSI, filiale du fonds souverain qatari Qatar Investment Authority, rachète 70% des parts du Paris Saint-Germain. À cette époque, le club pesait 99 millions d'euros de revenus annuels. C'était donc un club français correct, avec quelques beaux joueurs, un Parc des Princes à moitié plein et une ambition européenne crédible. Ce que les Qataris ont vu dans ce club, ce n'est pas un investissement financier au sens traditionnel du terme. Pour eux, c'est un actif stratégique, un vecteur de soft power, un outil diplomatique habillé en survêtements rouge et bleu. Pour comprendre ce qu'est QSI, il faut comprendre ce qu'est le Qatar. Le Qatar est un État grand comme la Bretagne, assis sur les 3e réserves mondiales de gaz naturel, dont l'influence internationale reposait jusqu'alors essentiellement sur ses hydrocarbures. Le sport, la culture, les médias, Al Jazeera ayant par exemple été fondé en 1996 par l'émir du Qatar, sont devenus les nouveaux leviers de ce rayonnement international. Le PSG s'inscrit donc dans cette logique. Ce n'est pas Nasser El Khelaifi qui achète un club de foot, c'est un État qui achète une vitrine mondiale. Tout d'abord, intéressons-nous aux chiffres et à une ascension vertigineuse. En 14 ans, les revenus du PSG ont été multipliés par 9, de 99 millions d'euros en 2011 à 837 millions d'euros en 2024-2025. Et pour contextualiser ce chiffre, le cabinet Deloitte, qui publie depuis 29 ans son étude de référence, la Football Money League, classe le PSG 4e mondial des clubs les plus lucratifs. Derrière, le Bayern Munich à 860 millions, le FC Barcelone à 974 millions et le Real Madrid qui a franchi la barre symbolique du milliard avec 1,16 milliard d'euros. Devant le PSG, personne d'autre en Ligue 1. L'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais, qui figuraient dans les classements précédents, ont disparu de ce top 20, principalement en raison de la crise des droits TV en France. Le PSG est donc littéralement seul au sommet du football français. Un gouffre financier sépare le club de la capitale du reste du championnat. Maintenant, décomposons ces 837 millions d'euros. Les revenus commerciaux, c'est-à-dire le sponsoring, les partenariats de marque ou encore les produits dérivés. Ils atteignent 367 millions d'euros. Les revenus matchday, c'est-à-dire la billetterie, les hospitalities ou encore les loges, atteignent quant à eux 175 millions d'euros, multipliés par 7 depuis 2011. Le Parc des Princes a affiché guichet fermé pour la 170e fois consécutive lors du match PSG Strasbourg en octobre dernier. Le taux de renouvellement des abonnements atteint même 98% pour la saison 2025-2026. 98%, vous avez bien entendu. C'est-à-dire que sur tous les abonnés du Parc des Princes, 98 sur 100 ont renouvelé leur abonnement pour la saison suivante. C'est un chiffre de fidélité client que la plupart des entreprises du CAC 40 regarderaient avec envie. La valorisation du club, elle, est passée de 69 millions d'euros en 2011 à 4,25 milliards d'euros en 2024, soit une multiplication par 61 en 13 ans. Si vous aviez investi 1000 euros dans le PSG en 2011 comme on investit dans une action en bourse, vous seriez aujourd'hui assis sur 61 000 euros. C'est une meilleure performance que l'or, que le CAC 40 et même que la plupart des fonds d'investissement. Mais dans tout ça, il y a évidemment le revers de la médaille, et vous allez le voir, il est colossal. Tout simplement parce que derrière ces chiffres éblouissants, se cache une réalité financière que le Qatar préfère ne pas mettre en avant. Et pour cause, le PSG affiche 717 millions d'euros de déficit cumulé sur les 3 dernières années avant 2025. Et depuis 2011, la balance totale, c'est-à-dire la différence entre ce que le club a dépensé et ce qu'il a effectivement généré, est négative à hauteur de 1,3 milliard d'euros.
1,3 milliard de pertes nettes sur 15 ans. Ça, c'est l'argent que le Qatar a injecté, directement ou indirectement, pour financer le projet PSG. Et comment? Tout simplement en signant les transferts les plus chers de l'histoire du football. Tout d'abord, le plus connu, Neymar Junior, 222 millions d'euros en 2017, soit le transfert le plus cher de tous les temps, record qui tient d'ailleurs encore en 2026. Ensuite, Kylian Mbappé, 180 millions en 2017, le deuxième plus cher de l'histoire. Lionel Messi, Ibrahimovic, Edinson Cavani, Marquinhos ou encore Marco Verratti, des années de recrutement pharaonique qui ont permis au PSG de dominer la Ligue 1 sans discontinuer, mais qui n'ont pas suffi en revanche à conquérir l'Europe. Pendant des années, malgré ces investissements, seules 3 demi-finales et une seule finale perdue contre le Bayern Munich en 2020 constituent le bilan européen du club de la capitale. La réponse, nous la connaissons maintenant. Non, on ne peut pas acheter la Ligue des Champions. En revanche, on peut construire un projet, changer d'approche, parier sur un entraîneur, Luis Enrique, et une génération de jeunes joueurs formés en interne plutôt qu'achetés à prix d'or. Et ça peut fonctionner. Et c'est d'ailleurs ce qu'a prouvé le PSG la saison dernière en remportant la Ligue des Champions. Avant même d'être champion d'Europe, ces recrutements prestigieux ont permis en très peu de temps au PSG de bâtir une marque mondiale et de se faire connaître dans le monde du foot et bien au-delà. Intéressons-nous au fair play financier maintenant et le bras de fer du PSG avec l'UEFA. Pendant des années, ces déficits ont mis le PSG en conflit direct avec l'institution européenne du foot. En 2022, le PSG a écopé d'une amende de 10 millions d'euros, plus 55 millions avec sursis pour dépassement du déficit autorisé. Mais la situation a radicalement changé. La masse salariale du club, autrefois supérieure à 111% du chiffre d'affaires, est désormais inférieure à 65%. C'est là le signal le plus fort de transformation financière du Paris Saint-Germain. Nous sommes passés d'un club qui dépensait plus qu'il ne gagnait en salaire seul à un club dont la masse salariale est dans les normes européennes des plus grands clubs. Le message est donc clair, le PSG ne joue plus avec le feu réglementaire. Maintenant, focus sur les revenus UEFA et la manne financière de Budapest. En se qualifiant pour la finale en Hongrie contre Arsenal, le PSG a ajouté 18,5 millions d'euros à son enveloppe UEFA. Le club est déjà certain de toucher 139,4 millions d'euros au total de la compétition cette saison. Ce chiffre est d'ailleurs cohérent avec la saison précédente. La campagne victorieuse 2024-2025 en Champions League avait rapporté 144 millions d'euros à elle seule. Et en cas de victoire le 30 mai, un bonus de 6 millions supplémentaires s'ajoute, plus 4 millions pour la qualification à la Supercoupe d'Europe. Le total pourrait ainsi atteindre 150 millions d'euros pour cette seule campagne européenne pour le PSG. Mais dans tout ça, il y a un grand obstacle structurel et il s'agit des droits TV domestiques. Voilà un sujet que le PSG évite soigneusement de mettre au centre de ses communiqués de presse, mais qui est pourtant au cœur de ses préoccupations stratégiques. La Ligue 1 traverse en effet une crise de droits télévisés sans précédent. Après la rupture du contrat avec DAZN, le championnat a dû se réinventer avec une plateforme propriétaire baptisée Ligue 1+, et un accord avec Prime Video. Le résultat est structurellement inférieur aux revenus précédents et le PSG en souffre directement. C'est d'ailleurs ce que révèle le directeur général du club, Victoriano Melero, à nos confrères du Daily Telegraph. Le PSG anticipe à peine 25 millions d'euros de recettes liées aux droits médias nationaux cette saison. 25 millions. Pour bien comprendre à quel point ce chiffre est faible, le dernier de Premier League, Southampton, a encaissé 125 millions d'euros de droits TV et où Liverpool, champion, a encaissé près de 200 millions d'euros. La comparaison est sidérante. Un club relégué d'Angleterre touche 5 fois plus de droits TV que le champion de France et le vainqueur de la Ligue des Champions. C'est d'ailleurs le problème structurel le plus grave du foot français et il pèse directement sur la capacité du PSG à atteindre son milliard d'euros d'objectif. Car oui, l'objectif du PSG, c'est d'atteindre 1 milliard d'euros d'ici 2031. Victoriano Melero l'a dit clairement au Daily Telegraph lors de la visite de la boutique éphémère du PSG à Londres. Notre objectif est d'atteindre 1 milliard d'euros d'ici 5 ans. 1 milliard d'euros. Le Real Madrid l'a franchi cette saison. Le FC Barcelone en est tout près. Mais la question qui demeure est comment le PSG compte-t-il y arriver avec des droits TV domestiques en chute libre et un stade trop petit? La réponse tient en un mot que Melero lui-même a prononcé, la marque. Si nous voulons continuer à accroître nos revenus, nous n'avons d'autre choix que de trouver d'autres moyens de promouvoir le club. Car le club est une marque. Et sur ce terrain, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
le Paris Saint-Germain réunit aujourd'hui une communauté de 235 millions de fans sur les réseaux sociaux. Près de 40% de cette audience a même moins de 24 ans. Preuve en est, le club est le plus suivi sur Twitch, le deuxième le plus regardé sur TikTok cette saison, avec plus d'1 milliard de vues depuis juillet dernier, et même le troisième club le plus discuté dans le monde. En parallèle, les ventes sur la boutique en ligne ont progressé de 210% depuis le début de la saison, et celles des boutiques physiques de 90%. Le lancement du maillot domicile 2025-2026 a enregistré une hausse de près de 40% par rapport au précédent record. Le PSG ne vend donc plus seulement des billets, il vend une identité, une culture et même un lifestyle. Chaque maillot est devenu un objet de mode. Les collaborations avec Jordan Brand, les partenariats avec des maisons de luxe parisiennes ou encore les pop-up stores à Londres concourent à faire du PSG une marque lifestyle mondiale, dans la veine de ce que font les Américains avec les Lakers. En un mois et demi, plus de 110 000 visiteurs du monde entier sont même venus admirer le trophée de la Ligue des Champions dans le cadre du Stadium Tour, organisé par le PSG, et parmi eux, il y avait 50% d'étrangers. Le club compte même désormais 14 boutiques officielles à travers le monde, 180 clubs de supporters répartis dans 92 pays et 177 PSG Academy dans 21 pays, lesquels forment plus de 50 000 jeunes joueurs. Ce sont des chiffres qui dessinent le chemin du PSG vers le milliard. Et pourtant, malgré cet objectif, il y a encore pour le PSG un énorme frein à la croissance, un plafond de verre, un obstacle physique, concret, qui coûte au PSG des dizaines de millions d'euros chaque année. Cet obstacle, c'est son stade, le Parc des Princes. Le Real Madrid a le Bernabéu, 81 000 places, propriété du club, et rénové pour 1 milliard d'euros. Manchester City a l'Etihad Stadium, 55 000 places avec des projets d'extension. Tottenham, de son côté, a son nouveau stade, 62 000 places, conçu pour accueillir des concerts et même des matchs de NFL. Le PSG, lui, joue dans un stade de 48 000 places qu'il ne possède même pas. Et pour cause, la ville de Paris en est le propriétaire officiel. Et pendant des années, sous la mandature d'Anne Hidalgo, la vente était formellement exclue. Les revenus de match, c'est-à-dire 175 millions d'euros, sont déjà remarquables pour 48 000 places. Mais un stade de 65 000 à 70 000 places, propriété du club, générerait mécaniquement 40 à 50% de revenus supplémentaires sur ce seul pilier. C'est entre 70 et 90 millions d'euros annuels, additionnels, structurels et récurrents. Et ça, c'est une grande partie du chemin vers le milliard. En juin 2025, le PSG a annoncé retenir les candidatures des villes de Massy et de Poissy pour son projet de nouveau stade. Une enceinte entre 70 000 et 80 000 places estimée à 1 milliard d'euros. La décision finale est attendue à l'automne 2026, après les élections municipales parisiennes. Le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a d'ailleurs rouvert le dialogue. Le directeur général Mellero l'a formulé clairement. Dans un monde idéal, nous voulons un stade de 65 000 à 70 000 places. Nous souhaitons devenir propriétaires de notre stade. Ce stade serait conçu comme un véritable complexe d'expérience, avec brasserie, restaurant, hôtel, salle de spectacle et même pelouse rétractable, et ce, ouvert 365 jours par an, pas seulement les jours de match. C'est le modèle américain appliqué au football européen. Bref, tout ceci étant dit, faisons maintenant un bilan chiffré. Ce que le PSG vaut tout d'abord, 4,25 milliards d'euros de valorisation, le 4e club mondial selon le cabinet Deloitte. Un chiffre d'affaires record de 837 millions d'euros sur la saison 2024-2025, avec des revenus multipliés par 9 depuis 2011. Ensuite, ce que le PSG dépense. Une masse salariale désormais sous 65% du chiffre d'affaires, avec un déficit cumulé de 717 millions sur 3 ans. 1,3 milliard de pertes nettes depuis 2011. Maintenant, ce que le PSG gagne en Europe, 144 millions de l'UEFA la saison dernière pour la victoire en Ligue des Champions, entre 139 et 150 millions cette saison selon le résultat de Budapest en finale de Ligue des Champions. Enfin, ce que le PSG perd en France, 25 millions de droits TV domestiques, soit 5 fois moins que le dernier de Première Ligue. Et l'objectif affiché, 1 milliard d'euros de revenus d'ici 2031, avec 2 leviers principaux, un nouveau stade et une montée en puissance des revenus commerciaux internationaux. Le 30 mai, en finale de C1, le club va donc tenter de décrocher son 2e titre européen consécutif.
ce que seuls le Real Madrid, le Bayern Munich, le FC Porto et l'Ajax d'Amsterdam ont réussi dans l'histoire moderne de la compétition. Au Parc des Princes, une viewing party est même organisée pour les supporters qui n'ont pas pu obtenir de billets pour Budapest, avec près de 2 heures de show, avec des artistes de la scène parisienne. Vous l'aurez compris, même la retransmission d'un match est une opportunité commerciale pour le club. Ceci étant dit, une question demeure. Le PSG est-il un bon investissement? La réponse dépend entièrement de ce que les investisseurs cherchent à optimiser. Si vous cherchez la rentabilité à court terme, la réponse est clairement non. 1,3 milliard de pertes cumulées depuis 2011, c'est un investissement qui n'a jamais dégagé de bénéfices nets. En revanche, si vous cherchez la création de valeur à long terme, oui, massivement. Une valorisation multipliée par 61 en 13 ans, c'est une performance financière que très peu d'actifs au monde peuvent revendiquer. Et si vous cherchez à mesurer le retour en termes de soft power, d'influence diplomatique et de rayonnement international, c'est même hors bilan, et là, c'est une vraie réussite pour le PSG. Incalculable, mais bien réel. Le vrai défi du PSG pour les 5 prochaines années n'est pas sportif, il est structurel. Résoudre la question du stade, compenser la faiblesse des droits TV domestiques par des revenus commerciaux internationaux. Et, à l'arrivée, franchir le milliard d'euros que le Real Madrid, lui, vient d'atteindre. Avec le FC Barcelone, l'écart est de 63 millions. C'est exactement le montant que générerait un nouveau stade de 70 000 places, propriété du club. Autrement dit, si la question du stade se règle d'ici 2031, et tout indique que ce sera d'ailleurs le cas, l'objectif du milliard est non seulement atteignable, mais même dépassable. Et le 30 mai à Budapest, ce récit pourra atteindre son chapitre le plus glorieux. Si cette plongée dans le business model et la réalité économique du Paris Saint-Germain vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne du revenu pour ne rien manquer de toute l'actualité du sport business et de la finance.